Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, qu'il me tardait de vous retrouver après ces 2 interminables mois d'absence. C'est incroyable, quel bonheur, je suis transporté, c'est une transcendance, hein. Ouais, ok, d'accord, j'en fais des caisses. Disons pour être honnête que de vous retrouver, ça atténue quand même beaucoup l'atroce souffrance de la rentrée. Ah, j'entends d'ici les fâcheux qui me disent « De quoi tu te plains ? Tu rentres 15 jours après tout le monde et tu viens chouiner, mais tu te fiches de qui ?» À cela, je répondrai avec le mépris hautain qui me caractérise que nous allons suivre la critique de The Bureau XCOM Declassified, suivie par notre nouvelle rubrique Metal Missile et Plastic Gun, et Auto, et ce sera après les news. I am the law. I am the night. I am Nova Sprint Flamingo. Speedrunner est un jeu développé par Double Dutch Games, d'abord en flash et accessible via votre navigateur. Vous incarnez un super-héros à la vitesse presque démesurée, sorte de croisement entre Flash et le commandeur vidéo de Beat Trip Runner. Originalité, il pourra également utiliser un grappin du genre Bionic Commando pour évoluer durant les niveaux. Le jeu a bénéficié par la suite d'une sortie sur Xbox 360 en tant que Speedrunner HD. Le titre néerlandais a connu une nouvelle version cette fin d'été, alors que Speedrunners, avec un S à la fin, s'est offert une version en accès anticipé sur Steam. Cette version au pluriel est orientée multi, en ligne ou en local, pour offrir un jeu à 4 joueurs et une dimension compétitive qui a l'air bien fun. Le jeu est disponible dès à présent sur Steam pour un peu moins d'une dizaine d'euros. Comme les autres titres en accès anticipé, de nombreux patchs et autres contenus supplémentaires sont à prévoir régulièrement. Lancé début août, l'opération de financement participatif sur Kickstarter pour le jeu Ghost Song vient de se terminer. Le titre indé a réuni un total de 54 000 $ sur les 15 000 demandés, à la grande joie, on l'imagine, de Matt White, le créateur du jeu. Ghost Song A Journey of Hope est un Metroidvania, c'est-à-dire un jeu de shoot et d'exploration en scrolling 2D où le joueur évolue sur une planète quelque peu inhospitalière. Il faudra survivre face à de nombreux morts-vivants, fantômes et autres insectes mutants qui tenteront de mettre fin à votre aventure. Avec le succès de son financement, Matt White va pouvoir intégrer dans son jeu des features supplémentaires comme un mode hardcore, un familier qui suivra le héros ou encore une brève campagne parallèle. Celle-ci permettra d'avoir un autre point de vue sur l'histoire en incarnant un personnage différent. Une version Wii U envisagée un premier temps est pour l'instant compromise, mais White a déclaré qu'il allait tout faire pour qu'elle voie le jour. Pas d'infos sur une éventuelle sortie sur le PSN, mais on peut toujours croiser les doigts. Pour finir, une toute petite news pour annoncer la sortie du prochain DLC de Giana Sisters, le jeu de plateforme sympathique développé par Black Forest Games. Il sera disponible sur Steam le 26 septembre pour un peu moins de 5 €. Vous pourrez à nouveau contrôler les 2 sœurs pour quelques missions supplémentaires, et ceux qui avaient soutenu le projet dès le départ sur Kickstarter à hauteur de 25 $ pourront télécharger ce contenu gratuitement. Oui, ça me fait quand même plaisir de vous retrouver, hein, d'autant plus que je m'y attendais pas. Je me disais, je vais arriver comme ça, et puis on va me dire « Oh Benoît, désolé, mais tu ne présentes plus, tu as été remplacé. » Et là, je serai remplacé par une superbe asiatique, blonde, pulpeuse. Ouais, si. Et donc forcément, comme vous, je suis déçu. Mais pas forcément autant déçu que lorsque j'ai appris que le prochain XCOM serait un FPS. En même temps, si c'est bien fait, hein, y a pas de raison. D'autant plus que la durée de gestation du jeu se rapproche plus de celle de l'éléphant que du hamster. Alors bon, ça peut peut-être être bien. Reste à voir si le petit dernier, il sera tout gris, il pèsera une centaine de kilos et s'il a des grandes oreilles. En 2010, le premier trailer de The Bureau avait créé la surprise auprès des fans de XCOM. Quand on dit surprise, ce n'est pas dans le genre « Génial, enfin un nouvel épisode à se mettre sous la dent », mais plutôt dans le genre « Génial, ils vont finir d'achever ma série favorite ». Référence, pilier classique de la stratégie sur PC des années 90, UFO Enemy Unknown et ses suites, mais pas toutes, avaient agréablement marqué les stratèges de l'époque, qui gardent encore un bon souvenir de leur lutte contre l'envahisseur extraterrestre. Les années 2000 néanmoins n'ont pas été vraiment fastes pour la licence, qui est peu à peu tombée dans l'oubli. C'est donc avec un espoir justifié que les fans d'XCOM attendaient une suite digne des premiers volets. Il aura fallu attendre 2012 pour que sorte XCOM Enemy Unknown, qui, malgré son statut de remake, répondait enfin à ce besoin d'exterminer des petits gris de façon stratégique.
Mais en 2010, le dépoussiérage opéré par Firaxis n'avait pas encore eu lieu, et l'idée farfelue de transposer l'univers de XCOM dans un énième FPS avait de quoi attiser la suspicion des fans. Leur suspicion d'ailleurs n'a certainement pas été dissipée par le développement houleux et incertain du jeu, qui est devenu petit à petit le TPS tactique qu'il est aujourd'hui. Avant de se lancer une première fois dans The Bureau, on avait donc déjà quelques petites appréhensions quant aux qualités du titre, mais à ces doutes se mêlait aussi une pointe de curiosité pour deux raisons. Premièrement, The Bureau XCOM Declassified a été développé par 2K Marine, à qui l'on doit BioShock 2. Et deuxièmement, l'histoire se passe dans les années 60, une époque trop rarement exploitée dans les jeux vidéo. Sachant cela, difficile de ne pas avoir hâte de découvrir les débuts de l'agence anti-extraterrestre dont on imagine la base remplie de fumée de cigarettes et d'employés en costard-cravate. Bienvenue à XCOM. 1962, l'Amérique est en pleine guerre froide contre le bloc soviétique. Paranoïaque ou déterminée à ne laisser aucun morceau à son adversaire communiste, l'administration Kennedy a tout prévu en cas d'invasion de son pays par une nation étrangère. The Bureau, XCOM par exemple, est une agence secrète destinée à traquer de potentiels agents soviétiques infiltrés, mais aussi de prendre le relais sur Washington, au cas où les choses tourneraient mal. L'agence, qui aura quelques années plus tard une portée internationale, est pourtant sur le point d'être fermée. Son directeur, le commandant Myron Falk, est en effet persuadé depuis un petit moment que la menace ne viendrait pas de l'Est, mais plutôt de l'espace. Directeur Falk, allez-vous nous infliger un autre de vos laïus venus d'ailleurs? Ses supérieurs n'en croient évidemment pas un mot, car après tout, qui est cet illuminé qui croit que la plus puissante nation du monde est sur le point d'être envahie par de frêles petits hommes verts? Il y a de nouveaux éléments. Mais le commandant Falk n'avance pas ses folles lubies sans preuve, et de nouveaux éléments viendraient même appuyer sa théorie cosmique. Manque de chance, l'artefact extraterrestre qu'un agent de la CIA a été chargé de lui livrer est intercepté par une espionne, qui n'est vraisemblablement pas russe, et tout s'enchaîne très vite. William Carter, l'agent en question, est blessé mortellement, la manette contenant l'artefact explose et c'est le blackout. À son réveil, Carter constate que sa plaie s'est refermée, que l'espionne a été étrangement réduite en cendres et que la base militaire dans laquelle il se trouve est soudainement envahie par un ennemi venu d'ailleurs. Foutez le camp! Les soupçons du commandant Falk étaient finalement fondés. La menace extraterrestre était bien présente. Nous sommes en guerre. Et pas celle que nous imaginions. Prise de court par l'invasion soudaine, la Maison-Blanche est tombée, les communications sont coupées dans tout le pays et le pouvoir est comme prévu transféré au directeur d'XCOM. Voilà pourquoi désormais, moi, Myron Falk, assumerai le commandement de ce qu'il reste de nos défenses. En tant qu'agent de la CIA, Carter doit en conséquence obéir aux ordres de Falk et ainsi servir les intérêts du bureau. Il s'agira pour lui de parcourir le pays pour contenir l'invasion bien sûr, mais aussi d'aider l'agence à désinformer la population, qui ignore pour le moment qu'elle est en train d'être envahie. Vos agents et vous contenez les attaques ennemies, et mes opérateurs tâchent de gérer la peur des populations. Au début du jeu, la guerre contre les aliens est assez mal engagée. Le monde, les États-Unis, devant faire face à une menace qui lui est d'un point de vue technologique très largement supérieur. Attention! Heureusement, le bureau dispose des meilleurs scientifiques du monde, qui au fur et à mesure de l'aventure apprendront à reproduire les armes des envahisseurs et à les retourner contre eux. Ah, mais on ne peut pas s'emparer comme ça de ces armes. Les locaux d'XCOM servent ainsi de lobby entre les missions, à la manière du Normandie dans Mass Effect. On retrouve en effet de nombreux points communs avec la trilogie BioWare, car disons-le tout de suite, The Bureau s'en inspire très fortement, à commencer par la gestion des dialogues par exemple, où l'on propose aux joueurs plusieurs choix de réponses qui influeront ou non sur ses relations avec ses interlocuteurs. On se connaît tous très bien. Dommage, la plupart du temps, choisir telle ou telle réponse n'a aucune incidence sur la suite, ou pire, les dialogues sont simplement facultatifs, voire inintéressants. Examen des fréquences ultra hautes. Rien... Attendez. Ce sont... des survivants. Et ils tentent d'avertir les gens de ces attaques. Sur le terrain, les combats aussi se déroulent de manière semblable. Avant de partir en mission, Carter doit sélectionner 2 coéquipiers qui l'épauleront lors des affrontements. 4 classes de partenaires existent, et le joueur choisira en fonction de son style de jeu d'être accompagné d'un commando, dont la principale fonction est d'attirer l'attention des ennemis pour leur tendre une embuscade, Attirez son attention! d'un éclaireur, un sniper infligeant de lourds dégâts et qui peut se rendre invisible, d'un sapeur, un technicien pouvant entre autres déployer des tourelles et saboter les boucliers ennemis, ou encore d'un support pouvant créer des boucliers et booster ses camarades.
Des stimulants! Assez bien pensé, le Battle Focus reprend et améliore les roues des pouvoirs de Mass Effect pour la transformer en un système de pause active servant à la fois le gameplay et le scénario. Une fois activé, il permet à Carter de diriger et de commander ses troupes en une fraction de seconde. Planquez-vous derrière ça! On retrouve ici quelques éléments issus du Enemy Unknown de Firaxis, comme le bouclier qui sera rouge ou bleu en fonction de la couverture d'un allié, ou les fameux pourcentages qui donnent une idée des dégâts que l'on va infliger à l'ennemi selon notre position. Concentrez-vous sur cette cible! Le Battle Focus est simple et clairement agréable à utiliser, notamment lorsque l'escouade commence à monter en puissance et devient capable de réaliser des combos dévastateurs. Frappez et fort! Carter, tout comme ses coéquipiers, peut gagner en expérience et en niveau en tuant des ennemis. À chaque niveau gagné, une nouvelle compétence peut être apprise, et de nouvelles combinaisons sont possibles en mixant les pouvoirs du héros et de ses partenaires. De même, il est possible de ramasser certains artefacts ennemis pour personnaliser de manière assez légère ses personnages. Plutôt sympathique dans les premières heures, l'aventure s'enferme malheureusement trop vite dans une certaine routine, surchargée de couloirs scriptés et d'actions répétitives. Au bout de 3 heures, on a compris depuis longtemps qu'il suffisait de placer un équipier de chaque côté des arènes pour déborder l'ennemi, mais l'IA, elle, ne semble pas à même de l'assimiler. Il est assez paradoxal que l'intelligence artificielle ne soit pas au point dans un jeu tactique. D'un côté, il y a les coéquipiers de Carter qui sont incapables de prendre une décision eux-mêmes ou qui choisissent de prendre le chemin le plus exposé possible pour trouver un abri. Et de l'autre, il y a les ennemis champions olympiques de lancer de grenades, mais niveau Bac+1 en tactique militaire. Comment expliquer qu'une espèce ayant des années-lumière d'avance sur nous puisse commettre l'erreur stupide de se cacher derrière un bidon explosif ? D'une manière générale, The Bureau XCOM Declassified est un jeu au potentiel énorme, mais trop superficiellement exploité. Beaucoup d'efforts ont été faits pour retranscrire une ambiance 60s, en particulier au début du jeu, où l'on peut observer des décors, des paysages et des appareils typiques de l'époque. On a apprécié les affiches de propagande anticommuniste placardées sur les murs du bureau, les ordinateurs de la taille d'une armoire et bien d'autres détails venant apporter leur lot de crédibilité et d'ambiance. On a par contre moins apprécié que les décors d'époque des premiers niveaux soient par la suite totalement éclipsés par des environnements aliens, de plus en plus génériques et intemporels et de moins en moins inspirés. Malgré tout le temps dont 2K Marine a disposé pour développer son jeu, on sent que l'ensemble manque très cruellement de finition, et cela se ressent à tous les niveaux. D'un point de vue technique, le jeu est clairement moyen, avec un framerate constamment bas, mais qui arrive tout de même à chuter, une synchronisation labiale qui n'en est pas une, Je vous en savais capable. et des graphismes très en dessous de ce qui se fait actuellement. D'un point de vue scénaristique, l'histoire est plate au possible et parsemée d'incohérences. On ne s'attache ni aux personnages principaux, chacun incarnant une caricature de l'époque, ni aux partenaires qui peuvent pourtant mourir de façon permanente dans les 2 derniers niveaux de difficulté. Le système de permadeath, aussi présent dans XCOM Enemy Unknown, n'a ici que peu d'intérêt. Si vous n'arrivez pas à ranimer à temps un ennemi tombé au combat, rien de grave, il vous suffit de recommencer au dernier checkpoint. Au final, les 10 heures de jeu qu'offre ce spin-off et préquel de XCOM se jouent sans vraiment de conviction, mais sans douleur non plus. On le classerait facilement dans la catégorie clone bancal de Mass Effect si le système de Battle Focus n'était pas une vraie bonne surprise, l'élevant au rang de TPS passable, mais pas vraiment inoubliable. La semaine dernière, Jean-Marc nous a montré non pas ses énormes capacités martiales, mais le Soul of Chogokin de Grandizer. Et là vous me dites, mais c'est quoi le Chogokin ? Eh bien, figurez-vous que c'est le nom d'un métal imaginaire, une sorte de super alliage dont on entend parler dans Mazinger. Le Mazinger, il n'est pas en alu, il n'est pas en cuivre, il est en Chogokin. Alors le nom il est tellement classe, hein, bon, à condition de connaître les kanji bien évidemment, que les enfants l'ont tout de suite adoré, et depuis Bandai a sorti de nombreuses collections de robots dites Chogokin. C'était les petits goldons en métal que certains ils ont eu quand ils étaient petits. Ça fait partie des jouets préférés des Japonais, parce qu'un robot en métal, c'est génial, c'est lourd, ça a l'air fort, ça a l'air puissant. Et donc, quand Bandai a décidé de sortir cette collection de robots en métal super luxe, ils l'ont appelé Chogokin Damashi, ce qui veut dire l'âme du Chogokin. Forcément, hein, ça donne envie. Enfin, si on est japonais et qu'on a plus de 30 ans, forcément, on a une larme à l'œil. Alors cette semaine, je crois qu'on reste dans le Goldo, mais c'est pas du Chogokin, hein. Enfin, il me semble.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au second numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme promis, vous allez avoir la suite de la précédente émission, à savoir la présentation du GX04, Marine Spitzer et Drill Spitzer, mieux connus sous nos contrées sous le nom de Venusiak et de Fossoirak. Donc comme d'habitude, une présentation impeccable dans cette boîte chatoyante et chamarrée. Donc je soulève, et voilà, et les couleurs chatoyantes nous explosent à l'œil. Donc Marine Spitzer et Drill Spitzer. Nous allons donc procéder à la sortie des deux objets. Donc ici nous avons les gouvernails et les dérives des deux engins, sans lesquels le vol, mais aussi une bonne partie de leur puissance offensive ne serait pas utilisable. Donc ici, le Marine Cutter, appelé chez nous le Delta Lame, que l'on pose sur Venusiak évidemment. Voici. Bon, Venusiak dans sa première phase et dans sa phase de vol se présente sous cette forme. C'est-à-dire que les ailerons sont sortis de manière à permettre le vol, mais aussi une flottaison qu'on pourrait qualifier de semblable à celle d'un hydrofoil par exemple. C'est-à-dire que la coque est au-dessus de la surface de l'eau, mais les deux flotteurs sont en contact avec la surface de l'eau. Voilà. Et puis, je vais aussi mettre le cockpit et l'aileron du Drill Spitzer, qui est un monstre. Lui est vraiment beaucoup plus gros. Bon, bien sûr, inférieur en taille à la soucoupe de Goldorak elle-même, mais vous voyez quand même que c'est un beau bébé. Les ailerons du Fossoirak peuvent eux aussi se mettre à l'horizontale pour le vol. Et bon, on pourra aussi constater au délice que les chenillettes peuvent vraiment rouler. Alors je vous conseille, enfin, ça commence très fort, voilà, les chenillettes roulent sur Fossoirak. Je ne sais pas si vous prenez toute la portée de ce que ça représente, mais moi oui, et c'est vraiment génial. Bien, donc voici le titular robot, comme disent les Américains. Donc le personnage principal de la série qui justement voit ses capacités doublées par les deux Spitzer, comme il l'a été précédemment par le Double Spitzer, c'est-à-dire Alcorak, puisqu'il lui servait entre guillemets de sortie de secours en cas d'attaque pendant les 10 secondes de vulnérabilité entre le cabré de Goldorak et son arrimage dans la soucoupe. Donc ici, au cours de la série, nous apercevons que contrairement à Mazinger d'ailleurs, qui lui a des facilités sous l'eau, Goldorak lui est plutôt en difficulté lorsqu'il est sous l'eau pendant trop longtemps. Donc voilà. Dans un premier temps, donc Goldorak a besoin d'aller sous l'eau, donc il va courir et effectuer son cabré comme d'habitude, et se faire attraper au vol par Venusiak. Donc Venusiak qui, comme Alcorak, présente ce que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire un petit aimant qui permet la fixation du Spitzer sur le dos de Goldorak, ce qui va prendre effet sous vos yeux immédiatement. Voici. C'est beau, c'est coloré, c'est puissant, c'est aérodynamique. Il n'y a rien à dire. Alors, le Delta Lame, bien sûr, peut se séparer pour être lancé sur les malheureuses victimes de Vega qui venaient sans penser à mal, mais qui se font quand même couper en deux. Tant pis pour eux. Et puis, au moment de l'immergation, eh bien, vous rentrez les ailerons, ce qui offre une meilleure pénétration dans l'eau. Et là, Goldorak s'immerge et est parfaitement en position et en condition de combattre toutes sortes de Golgoths plus aquatiques que lui, et du moins avant cette amélioration technique. Et maintenant, nous allons voir l'autre monstre, c'est-à-dire le Drill Spitzer, le Fossoirak. Donc là, il y a une petite manipulation à exécuter, c'est-à-dire qu'il faut enlever les points de Goldorak, bien sûr, parce que, une fois de plus, empiriquement parlant, il n'est pas possible de faire pénétrer les points de Goldorak à l'intérieur des vrilles, à l'intérieur des tarières, donc on les avance de nouveau. Voilà, vous remettez la tête de Goldorak en position, et voilà. Et là aussi, en face, on fait moins les malins. Donc même chose, potentiel offensif maximal, hein, parce que bon, je pense que quand on est en face de ça et que ça menace de vous transpercer de part en part, on est beaucoup moins enclin au combat d'une manière générale.
Voilà, la ligne est respectée. Bon, là aussi, bien sûr, il est possible d'abaisser les ailerons pour qu'il y ait une prise de contact avec le tunnel ainsi percé pour pouvoir progresser. On peut résumer ce que nous avons sous les yeux par une beauté vraiment criante, vraiment incroyable. Et un respect, une ressemblance avec l'animé, mais voilà, c'est de l'ordre du miracle. Et donc, il est possible d'obtenir, dans un premier temps, comme nous l'avons vu la dernière fois, un display de Venusiac et de Fossoirac. Mais en fait, ce display n'est que l'étape numéro 1 de ce qu'il est vraiment possible de faire au niveau display. Donc, si, comme moi, vous possédez les deux boîtes, c'est-à-dire le GX04 et le GX04X, donc Marine Spicer et Dream Spicer, vous avez la possibilité d'obtenir, comment dirais-je, le display suprême. Et là, on obtient quelque chose de fantastique parce que cela ressemble beaucoup, à mon sens, je dirais que c'est une référence au deuxième générique de Goldorak. Ça ressemble beaucoup à la sortie de l'ensemble des Spitzer qui décolle du centre, qui est une image qu'on voit dans le générique, dans le deuxième opening de Goldorak. Donc voilà, comme vous le voyez, ça permet d'avoir tous les engins à disposition dans une position de vol. C'est vraiment sublime. Voilà, c'est terminé pour cette édition, mais rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveau du Goldorak. Et oui, je sais, mais le sujet en vaut le déplacement. La semaine prochaine, nous verrons le SRC de Goldorak, donc une mouture plus récente, mais qui elle aussi vaut son pesant de cacahuètes. Et n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Non, mais en fait, je crois que le plus agréable de la rentrée, c'est de retrouver Caroline. Elle est tellement sympa, elle est tellement gaie, tellement vive, elle sautille partout, c'est tellement mignon. Bon, et évidemment, elle n'arrête pas de parler de musique japonaise, de groupes obscurs dont j'ai jamais entendu parler, mais elle est tellement sympa, elle est tellement pleine de gaieté, pleine de joie de vivre, elle sautille partout, elle bouge partout. C'est épuisant, vivement les vacances. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Alors je sais pas si vous avez vu Nono-chan la semaine dernière, mais elle était toute triste. La reprise, hein, c'est pas évident, mais c'est sûrement qu'elle n'avait pas écouté assez de J-Music. Je lui préfère quelques titres qui vont la remettre en forme très très vite. Et j'en ai aussi pour vous, et tout plein même dans les nouveautés qui arriveront en fin d'émission. Vous aurez aussi un message du groupe Gazetto pour vous rappeler qu'ils seront en France dans pas longtemps. Et je vous rappelle qu'ils avaient fait un sold out assez fulgurant très vite après la mise en vente des tickets pour leur date parisienne. Et on va commencer par, vous savez ce que c'est ? Les releases. On va revenir sur les sorties qui ont eu lieu pendant l'été et même un peu au printemps. Le 3 mai, les fans d'Anne Café pouvaient se procurer le DVD live de leur concert Comeback. Une vingtaine de titres et 2 documentaires, de quoi combler les cafés-co. Le 28 juin, c'est en numérique qu'est sorti le B-Side Best d'LMC. Tout comme son nom l'indique, c'est le best-of de leurs B-Side comme Mad or Die ou No Fun No Future. Leur concert à Japan Expo était tout simplement magique. Je parle bien sûr d'Angela, le duo d'anime song dont l'album 0 est sorti pendant Japan Expo en téléchargement légal. On reste dans les chansons d'anime avec TM Revolution et Mizuki Nana qui font un magnifique duo sur le titre Preserved Roses. Même le clip est captivant et il faut dire ce qui est, associer leurs deux voix ensemble est une des meilleures idées du siècle. En plus, le single est sorti en numérique le jour de mon anniversaire. C'est un signe. On termine avec le super groupe Muddy Apes qui sort son nouvel album, Fairy Dirt No. 5. Vous pouvez le télécharger légalement depuis le 25 juillet.
初の海外フェスだったんですけど、我々にとってはいい経験になったんじゃないかなと思います。そんなのでかなり盛り上がったロシアのクワナフェスですが、フランスの方で、その海外ツアー、パリとトゥールーズ、この2カ所、クワナフェスで一度、経験をまたしているので、今度はまた違う画面のワンマンライブにすればいいなと思っておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。以上、まさきでした。Oh my god. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur le live juste après le J-Tap samedi soir. Cette semaine, vous allez danser sur le Boogie Woogie de Girl Next Door. Grâce à leur clip Boogie Woogie Night, vous allez passer vos nuits à vous trémousser avec un éventail à plumes roses. Bizarre. Si vous avez la question, je suis sûre que Vivid aura la réponse. Allons vérifier dans leur nouveau clip Answer. Si vous étiez du genre à bien aimer la chanson Hikarié de Miwa, peut-être craquerez-vous également sur Delight. L'ambiance est tout aussi légère et planante, et en plus elle a des ailes dans le dos. Changement d'ambiance avec l'arrivée en rotation du clip Honey de l'Arc-en-Ciel. Et changement de période aussi, car on passe de 2013 à 98. Un sacré bond dans le temps, même visuellement, car là on passe en 4/3. Hop, on revient sur du 16-9 avec les Nogizaka 46 et leur clip Kimi no na wa Kibo, où elle pleure devant un arbre. Ah, c'est bizarre les auditions au Japon. On repart sur quelque chose de plus joyeux, de plus gai, Koi ni Ochite de Shid. Avec une ambiance un peu rétro et le béret sur la tête du chanteur, on s'attendrait presque à le voir acheter une baguette en boulangerie. Le nouveau single des Momusu fait sensation, plus de 100 000 copies vendues pour Wagamama Kinomama Ai no Joke. Et en plus, c'est leur 3e single d'affilée à être numéro 1. Quelle classe! On en parlait dans les releases tout à l'heure, voici Preserve the Roses interprété par 2 grandes voix, TM Revolution et Mizuki Nana, la combinaison gagnante. On passe à un groupe pop-rock dont l'un des membres compose souvent des chansons de Vocaloid. Oui, je parle de Supercell et leur nouveau clip The Bravery qui devrait plaire aux fans de marionnettes et d'histoires d'amour. Et enfin, il y aura Love Story de... Non, non, ce n'est pas possible, non, arrêtez, ne me dites pas que c'est déjà la fin de... Oui, bon, ok, j'en fais encore des caisses. Disons que la peine de vous quitter est atténuée par la pensée que j'ai de pouvoir rentrer chez moi, prendre une bonne douche et aller me mettre au lit pour jouer à Diablo 3 sur PS3. Et puis aussi en repensant à tous les merveilleux bisous que nous aurons échangés. Alors, tout de suite, sans plus attendre, des bisous, des gros bisous. ピカピカに